Salam alaikum, Azul Flamoun, bonsoir. Faisant suite à la vague de violence jamais égalée, malgré les menaces clairement affirmées à la fois par le Haut Conseil à la sécurité dont l'éditorial El Jaish a fait le service après-vente sur un temps martial complété par un communiqué du ministère de l'Intérieur qui, par manque de courage, n'a même pas été signé. Le Hirak pacifique a démontré que ni les intimidations, ni les menaces, ni la violence à laquelle il s'est préparé n'a entamé sa détermination à continuer son combat pour l'instauration d'un ordre juste, d'un État démocratique. Le professeur Jamel Mimouni, reconnu internationalement par ses pairs et ayant obtenu des distinctions qui honorent notre pays, ce pays où le mérite et la compétence sont marginalisés, à défaut broyés par une machine à fabriquer la gabegie, l'inculture et la violence, vient de subir une interpellation à Constantine au seul motif qu'il marchait pacifiquement avec le peuple pour revendiquer l'établissement d'un état de droit et des libertés. Quand les forces de répression n'ont que la violence à opposer au peuple, il y a des raisons de s'inquiéter. C'est un signe extrêmement négatif envoyé à la communauté universitaire ou rappelant le cas du professeur Abdeslam Henna, les universitaires de Annaba vendredi 117, Bjaya et ceux d'autres villes du pays montrent du besoin et de la volonté de ce régime de faire barrage à l'intelligence, à la science et à la rationalité. La légitimité par la violence et le fait accompli ne remplacera jamais la légitimité et la souveraineté populaire. Le bilan du choix politique des décideurs de ce régime se trouve aujourd'hui contesté ouvertement et frontalement par le peuple du Hirak. L'état-major doit impérativement en tirer les conséquences et donner des signes forts d'ouverture pour résoudre la crise politique qui enfonce jour après jour le pays tout entier, dans une instabilité avec, pour conséquence, une probable explosion et un embrasement généralisé, ce qui, bien évidemment, n'est pas souhaitable. Encore une fois, le pouvoir a mobilisé sa clientèle larbine et rentière et organisé ce que le peuple appelle le carnaval Fedchara pour renouveler sa chambre d'enregistrement dont la facticité et la vacuité ne sont plus à démontrer. C'est ainsi que le régime se taillera encore une fois sur mesure son institution pour le servir et constituer la fausse vitrine d'un régime démocratique aux yeux de l'opinion publique internationale, laquelle est loin d'être dupe pour avaler de telles couleuvres. Au lendemain de ce carnaval Fedchara, les propagandistes officiels du régime illégitime et ses turiféraires attirés après que les laboratoires de la fraude aient gonflé, à triturer pour l'occasion et comme d'habitude le taux de participation, clameront sur tous les toits que le peuple a donné une gifle aux ennemis de la nation en votant virtuellement en masse pour la stabilité et la prospérité du pays. Le bilan des réformes de la gestion du pays depuis la désignation de M. Tebboune révèle l'incompétence totale de toutes les équipes de la présidence et du gouvernement. La crainte pour tous les officiels de visiter les wilayas du pays est ressentie comme étant un exercice périlleux, car ils savent tous, président, premier ministre, ministre, qu'ils seront accueillis au son du légendaire « Dégage, dégage ». C'est dans cet environnement qu'il tétanise l'ensemble des officiels que le pouvoir veut organiser des élections législatives le 12 juin prochain. La question qui nous vient à l'esprit, est-ce raisonnable? Le climat général est exacerbé à la répression indifférenciée. On maintient en prison des détenus d'opinion, à la restriction et à la violation des libertés condamnées par le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, à la régression économique et la violence administrative et sociale subie par l'ensemble du peuple algérien. Le pouvoir maintient son agenda électoral, bien que par 2 fois disqualifié par les Algériens, par les Algériennes et Algériens. Lui ôtant de facto la légitimité populaire à laquelle M. Tebboune semble s'accrocher. L'heure est d'une extrême gravité. Les prémices d'une violence programmée par les laboratoires et officines de la police politique sont là. Le Hirak doit faire preuve
d'une extrême prudence et vigilance pour déjouer tout scénario visant à l'attirer sur le terrain de la violence. La réussite totale de la révolution en dépend. N'ayant que pour seule réponse la répression, le pouvoir nous indique que le passage en force est la seule solution, actant par là même qu'il est incapable d'ouvrir un dialogue sérieux. Par cette attitude irresponsable, le pouvoir illégitime s'éloigne résolument de la solution politique et joue sur l'essoufflement du Hirak. Ce n'est pas au peuple souverain d'arrêter d'occuper les rues et de rentrer chez lui. C'est plutôt à vous de rentrer dans vos casernes et de vous éloigner définitivement de la politique si tant Algérie, le pouvoir perd ses nerfs. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Adel Jabbar, analyste politique depuis le Canada via Skype. Il est avec nous, je pense. Adel Jabbar, marhaba bik, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Bienvenue à vos invités. Eid Moubarak. Eid Moubarak, c'est Adel. Voilà, ليكم والمغاربيه والشعب تاعنا في الجزائر وخارج الجزائر وخاصه الضحايا نتاع النظام المجرم هذو اللي راهم معتقلين بدون حق. تحياتي. Merci Adel Jabbar.
Merci à vous, Abdel Jabbar. On aura aussi le plaisir d'avoir Si Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire depuis Alger via Skype. Si Mohamed Khelfaoui, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Saha Aïdek. Marhaba bik. عيدكم عيد مبارك لجميع الجزائريين إن شاء الله. Sahid, c'est Mohamed. On aura aussi le plaisir d'avoir Si Rachid Nekes, qui est activiste politique, mais aussi président du Mouvement pour la jeunesse et le changement, MGC. Rachid Nekes qui est avec nous aussi. Si Rachid, marhaba bik. Bonsoir. Plaisir de vous avoir dans cette émission. Salam alaikum, Azoul Fellaoun, c'est Nasser Djoudi. Merci beaucoup pour votre invitation. Barakallahu fikoum. Alaykoum salam. Merci beaucoup, c'est Rachid. On aura aussi le journaliste Al-Drani qui sera avec nous dans cette émission. Madame Sonia Wafak, professeure des universités, elle sera avec nous depuis Constantine. Wardia El-Zoul, maître Wardia El-Zoul, qui est avocate militante des droits de l'homme. Si Abdel Jabbar, je vais commencer cette émission avec vous. Très rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qu'on a vu, bien sûr, le vendredi 117, mais aussi avec tous les procès qu'on a vu aujourd'hui aussi, l'arrestation de presque toutes les franges des Algériens, des professeurs, des jeunes, des vieux. On apprend même qu'il y a une personne âgée de 71 ans qui est au coma parce qu'elle a subi des violences le jour donc de la marche le vendredi. Votre réaction, Abdel Jabbar? Bon, ma première réaction est pour dire que il faut trouver le mot le plus juste pour qualifier cette barbarie hors du commun. On n'a jamais vu une sauvagerie pareille, une répression pareille d'une police nationale, entre guillemets, censée protéger le peuple, porter le bâton, les stockades pour brutaliser des gens, les violenter, les agresser sans absolument aucun motif. Encore une fois, ce régime criminel, dictatorial, illégitime, vient de faire la preuve qu'il ne fait absolument aucune distinction entre des citoyens algériens, qui soient profs de renommée mondiale ou qui soient marchands de légumes ou chômeurs. C'est la même chose. Donc, moi, je compatis avec le professeur Bimouni, que je ne connais pas, même s'il est originaire de Constantine. Mais ce matin, j'ai eu des informations sur réellement les causes de sa mise en examen, de sa mise sous contrôle judiciaire pendant 2 mois. Monsieur Bimouni, avec d'autres amis, qui sont des amis à moi, qui sont profs d'université avec lui, étaient tout simplement en train de marcher. Ils sont venus le ramasser, ils l'ont coffré, ils l'ont emmené au commissariat de police. Et ils ont fait ce qu'ils appellent le rapport qu'ils ont l'habitude de faire. Et puis, ils l'ont monté à l'étage pour lui dire la prochaine étape du protocole consisterait à vous digitaliser. Donc, ils lui prennent des empreintes digitales et ils prennent des photos de profil et de face. Et donc, c'est ce qu'il a refusé pour dire je ne suis pas un délinquant. 2 de ses collègues ont été ramassés dans le café le matin, parmi eux un de mes cousins qui est prof d'histoire et qui est son collègue et voisin. Ils sont venus les ramasser pour leur dire bon, Tebbeuna, puis un flic pouilleux a commencé à utiliser, à insulter, parce que l'insulte chez ces incultes-là, c'est de la poésie. Le blasphème, c'est de la littérature. Donc, ils ont commencé à les brutaliser verbalement. Et puis, quand ils les ont emmenés en commissariat, ils les ont pris le commissariat à un autre. Mon cousin me dit qu'il y avait au minimum 400 arrestations à Constantine. Et parmi les arguments développés par le chef de la police, il lui dit, bon, vous savez, le Herat a été infiltré, c'est plein de vendeurs de drogue. Il lui dit, vous avez arrêté des voleurs de drogue, et les vendeurs de drogue, nous sommes 30. Est-ce que vous pouvez m'identifier un voleur de drogue? Et donc, c'est un régime qui est fini, qui est agonisant, ils sont en train de faire de l'acharnement thérapeutique comme on le ferait sur un malade, un vieux malade, en phase finale. Donc, il faut déconnecter ce régime-là. Il faudrait peut-être former une loi pour officialiser l'euthanasie et le faire disparaître de la manière la très bien. Reste avec nous, Abdel Jabbar. Reste avec nous. Mohamed Khelfaoui, merci encore d'être avec nous dans cette émission. Vous êtes expert analyste sécuritaire, Mohamed Khelfaoui. Quand on voit le degré de la violence qu'on a vu ces jours-ci, surtout le vendredi passé,
le deuxième jour de l'Aïd. يعني حتى الرحمة اللي كانوا الجزائريين يستناوها ما شافوهاش. On a vu des professeurs éminents comme le professeur Jamal Mimouni qui a été arrêté. Il y a une information qui dit qu'il a été il a quitté le tribunal d'El Ziaidia sous contrôle judiciaire. On avance un chiffre de presque de 1000 personnes qui ont été arrêtées le vendredi passé. Beaucoup ont été jugés aujourd'hui. Astif, comparution immédiate des 24 manifestants. Constantine, procès renvoyé au 23 mai de Saad Gachet, placé sous mandat de dépôt. On aura sa mère dans cette émission. Elle va en témoigner. Mohamed Khelfaoui, pourquoi ce degré de violence, d'arrestation, alors que le peuple algérien sort pacifiquement? Il demande juste qu'il y ait un changement profond dans le système politique algérien. Bismillah. Il est évident que ces arrestations, ce type de brutalité sont toujours regrettables. Mais il faut comprendre, à mon avis, que le système-là a une carte, peut-être sa dernière carte à jouer. Ce sont ces législatives, les élections prochaines du 12 juin. Comme les deux premières ont connu des échecs relatifs, celle-là, si elle connaîtra encore un échec, ça peut causer des problèmes au régime de manière générale. Et donc, il fait tout, il utilise... Non. En d'autres termes, si Mohamed, vous êtes en train de dire que ces élections, que ce régime dépend de la réussite de ces élections qui vont être tenues le 12 juin prochain. C'est ce que vous êtes en train de dire. Je suis en train de dire, oui, en effet, c'est-à-dire que l'enjeu principal maintenant pour le régime, ces élections sont devenues un enjeu de mort ou de vie, en accentuant un peu ou en utilisant des mots très forts. Parce que rater ce tournant, ce qui fait suite à cette feuille de route qui n'a pas réussi, vu les résultats des différentes convocations pour l'élection populaire. Et donc là, s'il rate celle-là, je crois que ça ne fera pas, c'est-à-dire que ça diminuera beaucoup de cette légitimité et de la mise en échec de cette feuille de route. Donc, et il met tout ce qu'il a en ses pouvoirs pour arrêter tout ceci, 1000 arrestations des professeurs, des jeunes, des moins jeunes, des vieux, des malades, etc. Donc, il joue le va-tout, quoi. Et à mon avis, il doit comprendre le système que l'Algérie, il est impossible de revenir à aux anciennes méthodes de contrôle de la société. Les générations de l'époque ayant suivi de manière relativement disciplinée ont vu leur rêve qui a été tout le temps mis au devant par les dirigeants. Ils ont vu leur rêve s'évaporer. Ils ont atteint des âges bien avancés sans pour autant bénéficier ou profiter de ce qui a toujours été claironné ici et là. Là, les choses ont changé. Toutefois, lorsque les gens avancent dans l'âge, vous savez, oui. Je voulais juste vous interrompre un petit moment, si Mohamed Khelfaoui, et je vous rends la parole. Quand vous parlez de système, parce que les Algériens, ils entendent le mot système. La communication n'est pas bonne. J'entends pas. Est-ce que c'est des personnes? Est-ce que c'est... Mohamed. Maintenant, oui, je vous entends. Ah, très bien. Donc, ma question, c'était, vous parliez du système. C'est qui le système, c'est Mohamed Khelfaoui? Écoutez, c'est toute une organisation de gestion politique. Le système, c'est vrai que
on a tendance à le coller à des personnes, mais en fait, non, les personnes ont changé. Pourtant, le système n'a pas changé. Les échecs qu'il a connus au début, il les connaît en ce moment. Et la prise en charge du pays n'a pas eu lieu encore. Nous avons vu la vingtaine d'années, ou les 20 dernières années, ce qui s'est passé, même si on a mis le chef, le président, pratiquement une place comparable, mais comparable à celle du prophète. Vous savez, ces laudateurs-là ont toujours trompé les vieux qui n'ont pas quitté le pouvoir, l'âge agissant. Ils ont quitté le réel et ils sont cloîtrés selon ce qu'on leur donne, et on leur donne ce qu'ils veulent entendre. Et là, je crois qu'il faut quand même ouvrir une fenêtre et jeter un coup d'œil dehors pour voir et écouter. Ce peuple ne veut pas de mal au pays, non, parce que c'est son pays. Vouloir du mal au pays, c'est vouloir du mal à soi-même. Et pourtant, c'est Mohamed Khelfaoui. Et pourtant, c'est Mohamed Khelfaoui. On a parlé donc de complot, de manipulation, de main étrangère, et que ce Hirak veut la déstabilisation de notre pays. Alors quand ça les arrangeait, ils parlaient donc d'un Hirak béni. On n'arrive plus à comprendre quelle direction il prend ce régime, alors que le peuple, il était uni, personne ne représente ce peuple, aucun parti politique, il demande juste qu'il y ait donc un changement radical du système. Il veut, entre guillemets, sauver l'Algérie. Si on parle de menaces multiples venant de l'extérieur et de l'intérieur, je crois que la chose la plus simple pour les gens en charge de la sécurité nationale dans son sens global, je crois qu'il y a lieu de poser là une stratégie qui serait à même de faire face. Alors, laquelle il ne s'agit pas de faire taire les gens, mais il s'agit de se remettre en cause ou en question et de voir qu'est-ce qui pourrait être le plus efficace, c'est-à-dire que chaque institution se concentre sur son rôle qui lui est dévolu à travers la Constitution. Il ne s'agit pas, lorsque le peuple sort parce qu'il est mécontent, d'émettre un président pour en remettre un autre. Et ensuite, lorsque le peuple n'est pas encore, on démet le président. Non, personne n'a le droit de le mettre et personne n'a le droit de le démettre, sauf le peuple. Et ça, c'est partout. Les régionales des institutions, chacun s'occupe en ce qui le concerne de la sécurité nationale, de l'éducation nationale, de la sécurité alimentaire, de la sécurité de la santé publique, qui est très, très importante, la santé publique, de la justice, qui, elle, est en contact en permanence avec le peuple, le public, et les maux de la société sont traités au niveau de la justice, si je peux me permettre ça, et les maux physiques sont traités par ce système de santé qui va mal, et la justice également. Lorsque partout ça va mal, évidemment, on va voir des complots de partout. Non, il n'y a pas de complot. Et s'il y en a un, nous sommes tous mobilisés. Alors, quelle est la stratégie Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. On va revenir sur la stratégie. Je vais faire intervenir Rachid Nekaz. Rachid Nekaz, merci encore une fois d'être avec nous. Marhaba bik. Vous avez vu ce qui s'est passé à Rachid Nekaz. Vous avez subi aussi vous-même des arrestations, emprisonnements. Quand on voit les images qu'on a vues ce dernier vendredi, on se pose la question... qu'est-ce qu'il cherche, ce régime, alors que ce peuple est pacifiste? Il veut juste reconstruire son Algérie et la sauver, si on peut dire, Rachid Nekaz. Oui, encore une fois, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Vous savez, je me bats depuis 2014 pour qu'il y ait un état de droit en Algérie. Avant cela, Del Hussein s'est battu depuis 1962 pour qu'il y ait un état de droit. Et tous les deux, nous avons échoué. Pourquoi nous avons échoué? Pour une raison très simple. C'est que nous ne faisons pas la différence entre l'État algérien et ses institutions que nous devons tous
respecté, avec le régime algérien qui s'est accaparé les richesses nationales du pays. Ce régime-là est constitué de 5 actionnaires. Il y a l'armée, les services de sécurité. Juste une question, Rachid Nekes. Est-ce que vous pensez que les Algériens qui sortent depuis 2019 ne respectent pas les institutions de l'État algérien? Je pense que le peuple algérien, depuis 2019, a été manipulé par des populistes et des charlatans qui sont en train de l'amener tout droit dans un ravin et dans une voie sans issue. Je vous donne un exemple. Le ministère de l'Intérieur a fait, d'après moi, une énorme erreur en imposant l'obligation pour chaque organisation manifestant de faire une déclaration pour légaliser ces marches-là. Nous aurions dû tous profiter de cette occasion pour déposer dans tout le pays des déclarations pour manifester, non pas une fois par semaine, mais tous les jours. Parce que je vais vous dire c'est quoi la différence entre un hirak du vendredi et un hirak de tous les jours. Le hirak du vendredi, ça s'appelle une balade, alors que le hirak de tous les jours, ça s'appelle une révolution pacifique. Donc tant que le peuple algérien ne comprendra pas... Est-ce que vous êtes en train de... Est-ce que vous m'entendez, Sir Rachid? Oui, je vous entends. Je vais vous rendre la parole parce que on doit juste clarifier ce que vous êtes en train de dire. Quand vous dites qu'on aurait dû demander des autorisations, mais qui c'est qui va demander les autorisations à Rachid Nekes alors qu'il n'y a pas de représentant du peuple? C'est le peuple entier qui est en train de marcher chaque semaine. Vous-même, je pense que vous avez déposé, vous avez demandé une autorisation et ça a été refusé. Ça n'a pas été refusé. C'est là que je dis. Ça n'a pas été refusé. Ils n'ont pas répondu. C'est une grosse différence. Vous savez que dans une démocratie, dans toutes les démocraties du monde entier, ils n'ont pas répondu ou ça a été refusé. Ils n'ont pas répondu. Donc pourquoi le peuple algérien va demander des autorisations alors que personne ne le représente? Et c'est aussi un droit dans la Constitution. Je vais vous expliquer. Vous savez, c'est très simple. Dans tous les États de droit du monde entier, que ce soit en Europe, aux États-Unis, vous n'avez pas besoin d'être une organisation pour faire une déclaration de manifestation. C'est-à-dire que 3 personnes dans chaque ville peuvent faire une déclaration. Et c'est ce qu'a dit le ministère de l'Intérieur. Pourquoi il n'y a pas eu dans les 1541 communes d'Algérie 3 personnes qui font simplement une déclaration pour dire qu'ils manifestent non pas simplement le vendredi, mais tous les jours pour faire pression sur le gouvernement et l'obliger à mettre en place un gouvernement de transition, notamment avec des femmes et des hommes de loi, pour partager ce qu'on appelle le pouvoir dans le cadre d'une cohabitation. Très bien. Donc, il est où le problème? D'après vous, Sir Rachid, d'après vous, les violences qu'on a vues ce vendredi passé, les arrestations contre les vieux, contre des femmes, contre des personnes âgées, ça, on peut, entre guillemets, ils peuvent être justifiés parce qu'il n'y a pas eu d'autorisation comme l'a stipulé donc, le communiqué du ministère de l'Intérieur. Je vais vous répondre très simplement. Le peuple algérien ne fait pas la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Moi, je considère que le gouvernement n'est pas légitime, mais il est légal. Donc, il faut faire cette différence-là. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le problème du peuple algérien et de ses leaders aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas étudié la science politique. Vous savez, quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Quand vous voulez acheter du blé, vous allez voir un agriculteur. Et bien, quand vous voulez mettre en place un état de droit, il faut aller voir les femmes et les hommes de loi. Et les hommes de loi apprennent à l'université qu'il y a une différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Et le plus grand professeur de Constitution dans le monde entier s'appelle Carl Schmitt. Il est allemand. Il a fait un livre qui s'appelle
légalité et légitimité. Donc, tant que le peuple algérien n'aura pas une culture politique, une culture juridique, il ne fera jamais la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Donc, oui, le gouvernement actuel est illégitime, mais il est légal. C'est-à-dire qu'il est reconnu par la communauté internationale. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a eu aucune condamnation de la communauté internationale vous êtes en train de dire que ce régime est légal. Vendredi. On va faire intervenir. Quand on analyse, c'est Rachid, comment on peut dire que ce régime est légal? Un journaliste qui fait son travail, qui sort, qui essaye de reporter, donc qui essaye de montrer les images de Hirak. Et par cette occasion, on a notre ami Khaled Drani, qui est journaliste, qui est avec nous, qui nous a rejoint. Khaled Drani, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bi. Bonsoir à vous, bonsoir à Rachid Nakaz et à tous vos téléspectateurs. Khaled Drani, vous étiez témoin bien sûr des violences subies contre les journalistes, des arrestations. Vous-même, vous étiez arrêté donc le vendredi passé, mais puis relâché. Mais Kenza Khatou, votre collègue, est toujours donc arrêté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Khaled Drani, sur ces dépassements? Le vendredi 14 mai était une journée particulière pour nous tous, pour les Algériens et pour nous, les journalistes. C'était une journée éprouvante, c'était une journée violente pour tous ceux qui sont sortis pour l'Algérie des libertés. Nous avons eu beaucoup de mal, nous journalistes, à travailler au centre-ville, puisqu'il y avait énormément de violence, il faut le reconnaître, de la part des forces de l'ordre, parce que les marcheurs et les manifestants étaient pacifiques. Ils ne faisaient que scander des slogans. Alors, dès que les manifestants commençaient à scander, ils étaient frappés ou arrêtés. Et donc, nous avons essayé de faire notre travail de journaliste en filmant, en prenant des photos ou en rapportant des images. Nous avons été malmenés. Notre confrère Jafar Khalofi a été frappé à la jambe. Il a des marques. Kenza Khatou a été arrêtée brutalement sous nos yeux. Elle a aussi reçu des coups. Et nous avons essayé de continuer à faire notre travail. Durant la journée de vendredi, en compagnie de Mostafa Bastami et Jafar Khalofi, nous avons été arrêtés 4 fois. Nous avions l'impression de ne pas marcher dans notre ville. Nous avions l'impression de marcher dans une ville sous occupation où nous étions contrôlés tous les 200 mètres par les forces de l'ordre. Donc nous passions des checkpoints entre chaque quartier pour pouvoir arriver à Bab el-Oued. Et finalement à Bab el-Oued, on a été arrêtés par la police, et cette fois c'était la bonne, puisque nous avons été retenus au commissariat de manière totalement illégale, puisque ce n'est pas une garde à vue. Donc on ne sait pas pourquoi on a été retenu pendant 8 heures. Et comme vous venez de le dire, quel a été le motif, Khaled Drani, cette fois-ci? Il n'y a pas de motif. Il n'y a pas de motif, parce que lorsqu'on leur pose des questions pourquoi on est là, on vous dit non, vous êtes là pour un contrôle. Un contrôle ne dure pas 8 heures. Un contrôle ne peut pas durer aussi longtemps. Il est clair que la volonté des autorités est juste de mener une guerre contre l'image. L'image dérange, l'image des manifestants dérange, l'image de Hirak, elle dérange. Nous, c'est notre travail et on doit le faire en toute indépendance et en toute liberté, mais ça dérange les autorités. C'est pour ça qu'ils ont décidé non seulement d'arrêter les manifestants, mais aussi d'arrêter ceux qui sont la source des images de ces manifestations. Mais on ne peut pas, même si on arrête tous les journalistes d'Algérie, on ne peut pas empêcher que des images soient diffusées des marches du vendredi en Algérie. Et je tiens juste à rappeler que pourquoi on ne veut pas que ces images soient diffusées, Khaled Drani? Pourquoi, d'après vous? Ah, ça, il faut demander aux autorités algériennes pourquoi ils ne veulent pas que ces images soient diffusées. Il y a le fameux communiqué du ministère de l'Intérieur qui a sonné un peu le glas des manifestations, puisque même le vendredi matin, lorsque j'étais au centre-ville d'Alger, j'étais approché par des policiers qui m'ont dit « Khaled, tu viens couvrir la manifestation pour la Palestine ?» Je leur ai dit, je ne suis pas au courant qu'il y a une manifestation pour la Palestine. Ils m'ont dit, si, parce que comme il n'y a pas de Hirak, donc peut-être qu'il y a une manifestation pour la Palestine. Ça veut dire que les forces de l'ordre étaient déjà informées le vendredi matin qu'il n'y aurait pas de manifestation, et c'est ce qui s'est quasiment déroulé, puisque les forces de l'ordre étaient déterminées à empêcher toute forme de marche
et toute forme de manifestation. Et au moment où je vous parle, je rappelle que notre consoeur, Kenza Khato, est toujours en garde à vue, qu'elle n'a pas été présentée aujourd'hui devant le procureur de la République, peut-être demain, peut-être après-demain. C'est comme ça qu'on traite les journalistes en Algérie en 2021. Il y a un communiqué de votre part, Khaled Drani, par rapport donc à votre consoeur Kenza Khatou. Et là, vous demandez bien sûr, Kenza Khatou est une journaliste et pas une criminelle. Nous exigeons donc sa libération sans délai et sans poursuite. Mais Zoubida Assoul, Maître Zoubida Assoul, avait confirmé qu'elle avait subi des violences, Khaled Drani. Oui, je vous ai dit que Kenza Khatou a été arrêtée sous mes yeux de manière extrêmement brutale, je le répète encore une fois, extrêmement brutale. Et nous étions dans le même commissariat, celui de la division à Alger Centre, à la rue Dr Saadel. J'avais remarqué qu'elle avait des marques de violence sur le corps, notamment une grande griffure sur la poitrine. Elle a été violentée. L'avocate qui était en son compagnie, Maître Imen Chouban, a été également brutalisée lors de cette interpellation. Vous avez prononcé le mot criminel. En fait, c'est le mot adéquat. Quand on est journaliste et quand on marche dans Alger un jour de manifestation, on a l'impression d'être des criminels. On veut raser les murs, on veut marcher en se cachant, on se cache de la police, sinon on sera arrêté comme pourrait le faire un criminel potentiel qui, lorsqu'il voit une voiture de police passer, eh bien, il se cache. Eh bien, nous en sommes arrivés là aujourd'hui en Algérie. Les journalistes se cachent lorsqu'ils voient une voiture de police pour ne pas être arrêtés. C'est pour ça que nous ne cesserons jamais de le dire que le journalisme n'est pas un crime, même si nous constatons jour après jour qu'en Algérie, le journalisme est un crime. Mais Khaled Drani, M. Tebboune avait dit que le journalisme ou les journalistes sont libres de pratiquer leur profession et qu'il n'y a pas de journalistes qui sont emprisonnés parce qu'ils font leur travail. Est-ce que vous pensez qu'on est dans cette logique quand on a vu ce qui s'est passé le vendredi passé? Oui, Monsieur le Président Tebboune a aussi déclaré que le système de santé en Algérie était le meilleur d'Afrique et du monde arabe. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, en Algérie, on n'a aucun respect pour le journaliste, pour le journalisme et pour la liberté de la presse. Vendredi, pendant nos 8 heures d'interpellation, nous ne cessions de le dire aux policiers. Nous leur disions que votre travail n'est pas de nous arrêter. Vous n'avez pas le droit de nous arrêter. L'Algérie a signé des conventions internationales de respect du journaliste, du respect de la liberté de la presse. Qu'en est-il de cet engagement international de l'Algérie pour faire respecter la presse et la liberté de la presse? Vous avez des officiers qui viennent vous interroger pendant des heures pour essayer de vous dissuader, de vous dire que vous n'êtes pas journaliste parce que vous n'avez pas un ordre de mission, parce que vous n'avez pas une carte valable, alors que tout le monde sait qu'on est journaliste. Aujourd'hui, l'État algérien a un problème avec la presse, avec les journalistes. C'est ce qui fait de notre travail aujourd'hui un plus grand défi, celui de nous battre pour la liberté de la presse en Algérie. Est-ce que vous êtes inquiet, Khaled Drani, de l'évolution de cette violence et des arrestations contre les journalistes? Je ne suis pas inquiet. Déjà, je reste toujours optimiste. Je suis un éternel positiviste. C'est vrai que nous avons été stupéfaits par la répression de vendredi dernier. Nous nous y attendions pas. On se pose des questions. Peut-être parce que c'était le deuxième jour de l'Aïd et qu'il y avait moins de manifestants que les vendredis passés. On se pose des questions sur le prochain vendredi. Est-ce qu'il y aura moins de monde par peur de la répression? Y aura-t-il plus de monde? Nous, on réfléchit en tant que journalistes. Nous sommes sur le terrain pour couvrir ces manifestations et c'est notre devoir de le faire. Nous ressentons un besoin d'informer et nous avons une responsabilité envers ceux qui nous lisent, qui nous regardent ou qui nous écoutent. Nous sommes des journalistes. Ce pays, cet État, ce gouvernement doit apprendre, parce que ça s'apprend, doit apprendre à respecter les journalistes. Merci beaucoup Khaled Drani et toute notre solidarité avec tous les journalistes et surtout votre consoeur, donc Kenza Khatou. Merci à vous Khaled Drani, journaliste qui était avec nous. On a été rejoint par Madame Sonia Wafer, professeure des universités Constantine. Madame Sonia Wafer, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Saïd à tout le monde. Merci pour tout.
Aïd Saïd, à vous aussi, Madame Sonia Wafaq. Donc, je rappelle, vous êtes professeur des universités à l'université de Constantine. Vous êtes la mère de Saad Goutesh, qui a été placé sous mandat de dépôt. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Madame? Ben, c'est vrai, c'est mon fils, Saad Goutesh. Je suis Madame Goutesh. On a été frustrés ce vendredi passé, deuxième jour de l'Aïd. Moi, mes enfants, ma fille, mon fils Saad et mes petits-fils, deux, Mehdi et Yassine, le premier a 3 ans, le deuxième année, en plein centre-ville. On y était pour regagner le manège qui est dans il devait être pendant. Madame Sonia Wafaq? Je pense qu'on a un petit souci avec la connexion. On va essayer de rétablir ça très rapidement avec Madame Sonia Wafaq. Mais je vais revenir à vous, Adel Jabbar, avant de reprendre Sonia Wafaq. Vous avez entendu Khaled Drani parler donc de ces dépassements, de cette violence, des arrestations qu'ont subies les journalistes, mais aussi de ce que a dit Rachid Nekez, qui est dans sa logique aussi, qu'il pense que le peuple aussi, il aurait dû demander donc ces autorisations pour être dans la légalité. Comme il dit Rachid Nekez. Votre réaction, Adel Jabbar? Je ne veux même pas épiloguer sur lui, il peut penser ce qu'il veut. Je lui dis que le temps où les faux prophètes montaient à dos de la mule pour aller prêcher la bonne parole à Jéricho est fini. Ce peuple-là est un cheval fougueux, il n'est manipulé par personne, c'est lui-même qui est manipulé par les gens qui sont en train de lui serrer la vis, et il sort avec des histoires à dormir debout pour nous prendre pour des imbéciles. Ce peuple-là n'a pas de tuteur, il n'a pas de gens pour le manipuler, il est très mature. Quand vous parlez à un jeune de 20 ans, il a beaucoup plus de maturité politique, et surtout de la foi en ce pays, que tous les politicards à la petite semaine qui se vendent 13 à la douzaine. Donc on en a marre de ce type de moralisation, de faux prophètes, qui reste dans son trou, qui fait ce qu'il fait, s'il est capable, lui, d'aller se vendre à une administration illégitime, d'un gouvernement illégitime, non reconnu par ce peuple algérien, pour aller demander une autorisation, qu'il aille, lui et les gens qui lui ressemblent, pour demander cette autorisation, qu'il n'obtiendra jamais, et puis qu'il aille manifester, qu'il en montre sa force. Il est encore dans le complot du mécanicien président. On en a marre de ce type de discours. D'accord. Je compatis avec lui totalement, avec tous les journalistes. Mais je rappelle aux journalistes algériens, aux avocats algériens, aux professeurs algériens qui ne sont pas au-dessus du peuple. On a vu que c'est un peuple en entier, solidaire, indivisible, uni, qui est en train de marcher dans la rue pour demander l'indépendance et la liberté. Il y a des profs, il y a des mécanos, il y a des menuisiers, il y a des chômeurs, il y a des petits vendeurs de l'église, etc. C'est un peuple unique qu'on n'aille pas dans la division. Ceci dit, je vous dis très bien. Personnellement que voir... C'est Adel Jabbar, je vais revenir à vous, vous m'excusez, mais j'aimerais bien que ça soit notre émission, elle va être autour du débat politique, pas des attaques personnelles. Rachid Nekez a le droit d'exprimer son avis en toute liberté. On va revenir, je pense, on a avec nous Madame Sonia Wafaq est de retour, professeure des universités, qui est aussi mère donc de Saad Goutesh, placé sous mandat de dépôt à Constantine. Madame Sonia Wafaq, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis de retour. Très on bien. a une mauvaise connexion. Désolé, il y a eu une mauvaise connexion. Je vous en prie, vous étiez en train donc de parler de la situation de votre fils
qui est en prison en ce moment. Oui, oui. On a été, oui, on était en plein centre-ville pour regagner le manège sur Dunia Taraif. Puis d'un seul coup, il y avait les agents du BRI avec dans leur fourgon. Il y avait un qui est descendu de son véhicule, puis il a attaqué mon fils, qui avait mon petit-fils dans ses bras d'un an, et puis il voulait le provoquer. Et il y avait une quinzaine d'agents de BRI aussi. Puis on était paniqués, on ne savait pas quoi faire, et j'avais mon petit-fils dans mes mains, dans sa poussette. Ma fille était aussi frustrée par ce mouvement incroyable, mais vrai, comme on dit. Puis ils ont voulu prendre mon fils. Bien sûr, j'ai refusé. Je leur avais dit non, je dois l'accompagner. Vous ne pouvez pas le prendre tout seul. Mon fils, il n'a rien fait. Il était près de moi, on discutait. Puis d'un seul coup, vous étiez là à vouloir le prendre. Et on était tous les deux embarqués. Ma fille est restée avec ses enfants, toute seule au centre-ville avec une poussette et tout ça. Donc, juste pour clarifier, Madame Sonia Wafert, vous-même aussi, vous étiez arrêtée. Oui, oui. Et j'ai voulu être près de mon fils. Oui, j'ai demandé qu'on m'arrête. J'ai insisté qu'on me prenne avec lui, oui. Très bien, très bien. Donc, oui. Et votre fils, il a été accusé de quoi, Madame Sonia Wafert? Au début, il n'y avait rien. On nous a dit dans les commissariats qu'on voulait juste arrêter le début ou disperser la foule pour le Hirak. Je leur avais dit qu'il n'y avait rien. On voulait juste, avec des enfants, des petits-enfants, c'était juste pour nous régaler près du manège au centre-ville. Constantine, c'était juste pour ça, non? Ils ont insisté, non, c'était pour faire le Hirak. Donc, c'était au début pour ça. Puis, ils ont... Et il n'y a eu aucune violence de la part de votre fils. C'était une marche pacifique. C'était toute une foule. Puis, il y avait les caméras vidéo plein. Il y avait les gens, les agents de sécurité. Il y avait la police en civil, la police en tenue. Il n'y avait rien. On n'a rien fait. Au contraire, moi, j'ai demandé qu'on me prenne avec mon fils. On était pacifique, il n'y avait rien. On était très pacifique d'ailleurs. Très bien. Donc, je rappelle, vous êtes professeur des universités à Constantine, Madame Sonia Wafert. Il faut rappeler aussi que le professeur Jamal Mimouni, qui est de Constantine aussi, il a été arrêté. Donc, il a quitté le tribunal aujourd'hui, mais il reste sous contrôle judiciaire. Pourquoi donc ces attaques contre des profs d'université, des jeunes? Comment expliquer ça, Madame Sonia Wafert? C'est clair, parce qu'il y a un régime illégitime, il est anti-science, anti-savant, anti-liberté, tout. Ce qui est bien, ce qui est beau, tout ce qui est de principe et honneur, il est contre tout ça. Et c'est normal. Il doit d'abord s'attaquer aux savants, aux gens de science, parce que c'est la foule, enfin la plus dangereuse pour lui. Ils se sent peut-être menacés par ces gens. Et c'est normal, quand il s'agit des cadres d'État, c'est autre chose. C'est pas n'importe qui, c'est pas les gens du stade, du football, peut-être, c'est autre chose. C'est vraiment là qu'il va avoir peur. Et c'est normal.
Tout à fait. Et est-ce que vous avez un message particulier, Madame Sonia Wafer? Bon, j'ai juste un petit mot à dire. On est toujours là, on tient toujours à notre liberté, à notre indépendance. On est contre ce pouvoir qui n'est pas légitime. Je ne crois pas qu'on a des points faibles quand il menace nos enfants, peut-être nos biens. On est toujours là, on résiste toujours et on aboutira sûrement un jour et on réalisera notre rêve qui est l'état civil, pas l'état militaire. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Madame Sonia Wafer, professeure des universités à Constantine. On a été rejoint par Maître Wardia Lzoul, avocate militant des droits de l'homme, qui est avec nous. Maître, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir. Bonsoir, Finassat. Eidkoum Moubarak et bonsoir à vous invités. Heureuse d'être en compagnie, entourée de Rachid Nekaz, Drami et tous les autres. Et Eid Moubarak à al-Shab ta'i ou l'Umma al-Islamiyya. Merci beaucoup, Maître. Eid Moubarak à vous aussi. Si on revient un peu, Maître, sur ces arrestations qu'a subi le peuple algérien ce vendredi, il y avait presque 1000 personnes qui ont été arrêtées. On parle de violence. Aujourd'hui, on peut citer Omar Lawaram, qui a 71 ans, victime d'un coup au niveau de sa tête. Il est actuellement en coma. Il est de Sétif. Des arrestations des professeurs d'université très éminents comme Jamal Mimouni, qui a quitté le tribunal aujourd'hui de Zaïdia sous contrôle judiciaire. La maman, professeure des universités qui était avec nous, qui a témoigné donc par rapport à l'arrestation de son fils. Pourquoi autant de violence, Maître? Pour une première lecture, je dirais que l'approche que je vais accorder d'ailleurs à cette ascension de violence qui devient plus grave d'un vendredi à un autre. C'est une lecture que je vais faire peut-être un peu personnelle, mais un peu plus que je vais verser dans la logique de ma spécialisation qui est le droit. Le vendredi 116, il y avait moins de dégâts, moins de graves incidents ou d'incidences que ce vendredi du 117 qui est venu après l'annonce de ce que, il m'excuse, M. Rachid Nekaz, que je respecte, son opinion elle lui reste personnelle, qu'il demande au peuple algérien à manifester avec la délivrance d'une autorisation. Ça relève de la non-concordance même au principe de notre propre constitution qui laisse le droit mais l'argument, Maître, vous m'excusez, l'argument de Rachid Nekaz, l'argument de Rachid Nekaz, Maître, l'argument de Rachid Nekaz ne tient pas la route. Lui qui a été arrêté, lui qu'on a défendu, lui qui a été écarté, lui qui a été isolé de sa prison sur isolé vers une maison d'arrestation lointaine, n'a pas à tenir ce genre de logique. En réponse à ce qu'il a dit, parce que ça m'a touché, c'est le mal qui fait crier. Quand il dit il y a une lecture ou une distinction entre ce qu'il appelle la légitimité et la légalité, moi je répondrais que ce pouvoir qui est non légitime parce que il n'est pas né d'un système ou d'une quelconque volonté de ce peuple, il reste illégitime. Comment voulez-vous que ces actes qui viennent à son apogée, qui soient délivrés par un ministère, qui soient délivrés par une administration, comme par exemple ce fameux communiqué pour lequel il veut lui accorder une vertu juridique,
ce fameux communiqué, c'est ce fameux communiqué qui a fait déborder le vase ce 117e, à ce 117e vendredi. Pourquoi? Moi, je dirais que ce communiqué n'a aucune valeur juridique, à commenter par la Constitution qui approuve clairement et explicitement le droit aux citoyens de manifester. Et que ce même communiqué qui a été lancé, parachuté lagoniquement, sans vertu de droit, il n'a ni signature, il n'a aucune légalité juridique. Comment voulez-vous qu'un citoyen l'approuve? En plus, les conditions du même communiqué qui nous précisent ou qui conditionnent cette manifestation ou ces sorties ou cette révolution se résument à une manifestation au moment où nous savons et que le monde entier qui nous entoure approuve l'Algérie entière qui vit cette révolution blanche ne peut égaliser le terme de manifestation. Un peuple très qui bien, sort très bien. par Madame Ordia, par milliers, vous m'excusez, monsieur Nasser. Parce que je dois donner la parole aux autres invités. Très rapidement, maître, allez-y. Vous m'excusez. Alors, quand vous me dites l'agressivité ou la gravité, l'ascension de la gravité de l'intervention des forces ce vendredi sont dues à la déception que ce pouvoir n'a aucune issue devant ces marches pacifiques qui sont justifiées, qui se poursuivent dans une trajectoire à la reconnaissance d'un état de droit, de la citoyenneté et du bien-être de l'Algérien et de l'Algérienne. Très bien. Reste avec nous, maître. Reste avec nous. Je dois revenir à Rachid Nekaz. Donc, je vais revenir à vous. Restez avec nous. Rachid Nekaz, vous avez écouté maître Wardia Alzoul. Elle est avocate. Qu'est-ce que vous avez à dire, Rachid Nekaz? Votre argument? Je tiens à remercier les 89 avocats qui m'ont soutenu et qui ont soutenu les 500 détenus d'opinion depuis février 2019. Et là, je les remercierai à vie. Alors maintenant, je tiens à préciser, je n'ai jamais parlé de demander l'autorisation. J'ai bien parlé de faire une déclaration. Quelle est la différence? Dans une dictature, il faut demander une autorisation. Dans une démocratie, il suffit simplement de faire une déclaration. C'est ça le problème en Algérie. C'est que c'est du brouhaha. Les gens n'écoutent pas. Ils ne font que s'écouter, mais ils n'écoutent jamais l'autre. Donc, je ne demanderai jamais d'autorisation, mais je ferai simplement une déclaration comme cela se passe dans toutes les démocraties du monde. Sinon, c'est le fawda. Maintenant, je réponds à Charmet. Mais vous l'avez précisé, si elle considère, vous êtes en train de dire dans toutes les démocraties. Si elle considère que cet État non seulement est illégitime, ce que je crois aussi, mais illégal. Mais elle sait très bien que pour exercer le métier d'avocat, il faut avoir l'agrément de l'État. Pourquoi ne rend pas cet agrément à cet État illégal si elle ne respecte pas la légalité? Si les gens considèrent que cet État illégal, il ne faut pas faire de carte d'identité, il ne faut pas faire de passeport, il ne faut pas demander d'agrément, il ne faut pas payer les amendes concernant le Kebnamet, etc., etc. Il faut arrêter l'hypocrisie, il faut arrêter le populisme et il faut arrêter le charlatanisme. Je suis pour un État de droit avec à la tête des femmes et des hommes de loi qui garantissent la mise en place d'un État de droit pendant une période de transition. Très bien. Toutes donc, celles et ceux qui cherchent à voir les gemmes du peuple vont nous amener tout droit vers la catastrophe. Donc, jamais je ne demanderai d'autorisation, mais je ferai simplement une déclaration. C'est ça la démocratie, c'est ça l'État de droit.
Votre démarche pour le changement, Rachid Nekez, quand un peuple n'arrête pas de sortir en millions depuis 2019, qui réclame un changement radical du système politique et que la réponse de ce régime, c'est de l'emprisonner, de le violenter, c'est quoi votre stratégie donc pour le changement, alors que le peuple est resté pacifique depuis 2019? Yes, Nasser, laissez-moi simplement finir mon raisonnement, parce que tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de le finir. Depuis Massinissa, c'est-à-dire depuis 2200 ans, l'Algérie n'a jamais été une démocratie. Elle a toujours été colonisée par des puissances étrangères qui recherchaient ses richesses. Depuis l'époque des Romains jusqu'à 1962, les envahisseurs, que ce soit les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Arabes ou les Turcs, où les Français, ils sont venus en Algérie pour voler le blé de l'Algérie. Depuis 1962, le régime qui est en place, c'est-à-dire un régime militaire, il s'est accaparé les richesses pétrolières et gazières en partenariat avec la France. C'est-à-dire que pour obtenir l'indépendance algérienne, le FLN a dû donner 50% du gaz et du pétrole et obtenir en échange le drapeau algérien. Donc le régime militaire aujourd'hui ne considère pas l'Algérie comme un pays, il considère l'Algérie comme une banque. Est-ce que vous connaissez une seule personne dans le monde entier qui va donner la clé de la banque? Mais jamais de la vie. Il faut arrêter d'être naïf. Si nous voulons mettre en place un état de droit en Algérie, si nous voulons mettre en place une démocratie en Algérie, il faut négocier que le peuple algérien avec les a personnes raison qui ont les de clés de la banque. Sinon, toutes les semaines. ils sont prêts à tuer 200 000 personnes comme ils l'ont fait dans les années 90. Et moi, en tant que citoyen algérien, moi, en tant que militant algérien, moi, en tant que homme politique algérien, je ne veux pas une seule goutte de sang à cause du populisme de certains et du charlatanisme des autres. Il faut négocier. Et comme l'implique toute négociation, il faut que chacun fasse un effort. Et qu'est-ce qui est jouable aujourd'hui en termes constitutionnels? C'est une cohabitation avec le pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire cohabitation? Ça veut dire le Moradia, c'est le régime qui va la contrôler et le gouvernement, ça va être le peuple. Il faut cohabiter, il faut négocier comme le FLN a négocié en 1962 avec la France, avec le général de Gaulle. Le FLN a négocié avec un général, on leur a donné 50% du pétrole et en échange, on a eu un drapeau. Voilà la réalité. Et tous ceux et toutes celles qui disent le contraire sont des menteurs et amènent le peuple algérien tout droit vers la catastrophe. C'est votre avis, parce il ne me reste pas beaucoup de temps, je dois donner la parole aux autres invités. Vous êtes en train de dire qu'il faut négocier. La question qui se pose, Rachid Nekez, négocier avec qui? Et est-ce que les gens qui sont en face ont la volonté de négocier? Alors que le peuple, je vous ai dit que le peuple est en train de sortir depuis 2019 en tout pacifisme, qui a ébloui le monde entier avec son pacifisme. Au contraire, c'est la fuite en avant de ce régime, c'est une feuille de route qui est contraire aux revendications du peuple algérien. Et là, je reviens bien sûr sur les élections qui veut organiser le 12 juin prochain. Mohamed Khelfaoui, je reviens à vous. Il faut négocier, est en train de dire Rachid Nekez, mais négocier avec qui quand on voit que le régime veut organiser des élections qui sont bien sûr refusées par le peuple algérien. Sauf que votre question n'est pas dite. Vous n'avez pas exprimé votre question. Négocier, je ne sais pas de quel négoce on parle. Par contre, dialoguer, accepter de se mettre autour d'une table pour confectionner, pour établir, pour projeter un système de gouvernance qui sied à la déclaration du 1er novembre 1954, évidemment, c'est notre base, et de s'accepter mutuellement, c'était donc aller vers un partage des responsabilités de manière pertinente, évidemment, un partage pertinent des responsabilités. Le peuple est en train d'appeler des choses simples. Les premières générations sont parties, elles ont subi, elles ont accepté certains sacrifices
Le pays venait de sortir de l'indépendance, il fallait construire beaucoup de choses, les institutions d'abord, et tout ce qui en est suivi. Ces générations-là ont eu leur temps, ont eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, c'est une autre génération qui revendique des élections libres pour faire sortir des hommes légitimes, c'est-à-dire choisis par le peuple, aussi bien le président que le reste des choses, une constitution également, sur laquelle tout le monde s'accorde. Et à partir de là, le pays est l'affaire de tous. La sécurité nationale est l'affaire de tous. Les problèmes qui se posent doivent être résolus par tous et tout le monde doit suivre les hommes qu'ils ont élus. Donc c'est pas très compliqué, sauf qu'il y a le partage des responsabilités, division du travail, partage des responsabilités. Il faut qu'on arrive à ça, sans qu'aucune institution ne soit lésée ou ne soit, disons, interpellée pour ce qu'elle est, ou là, pour ses compétences ou ses incompétences, ses attributions ou ses dépassements. Donc il faut construire à partir du mouvement du Hirak. C'est à partir de là que l'Algérie que nous souhaitons va commencer. Ce qui est passé appartient à des générations, appartient à des générations d'ailleurs dont la légitimité était acquise par le fait qu'elles étaient partie prenante de la libération du pays, donc la légitimité historique, chose que les gens actuels et ceux qui viendront n'ont pas. Donc il faut établir autre chose. S'entendre, dialoguer, oui, mais négocier, j'ai rien à négocier. C'est pas un marché pour négocier des marchandises. Très bien. Voilà. Reste avec nous, Mohamed Khalfaoui. Adel Jabbar, le régime est en train de tout faire, et peut-être même la violence qu'on a vue ce vendredi passé, c'est pour donc faire passer ces élections. On est presque à 3 semaines ou même pas 4 semaines de ces élections législatives. Là, je lis par exemple la déclaration du parti d'Abd Razzaq Maqri qui remet en cause l'indépendance de l'ANI, donc le parti de Abd Razzaq Maqri qui participe à ces élections, remet en cause l'indépendance de l'ANI. Pourquoi des élections alors que le peuple n'arrête pas de scander ما كاش انتخابات مع العصابة؟ الشعب واضح في réclamation تاعو. Le peuple étant مصدر السلطة, comme on dit, le peuple demande à être indépendant, libre de ses choix, choisir des gens qui veulent. Ah, c'est clair, ce régime-là, inculte et brutal, est droit dans ses bottes. Il ne sait produire que la violence. Il ne peut pas produire autre chose. Il est incapable de produire de l'intelligence, de l'apaisement. Ce qui me révolte et me met très mal à l'aise, c'est l'assimilation qui est faite par ce qu'on appelle des élites politiques, entre guillemets, qui s'agenouillent devant un régime brutal. Ce qui me met très mal à l'aise, c'est que je n'ai jamais entendu quelqu'un parmi ces élites organiques, comme Tabou les a appelées les élites benaknouniennes, dénoncer les violences qui sont faites au peuple algérien. Ils sont en train de se comporter comme les intermittents du spectacle dans le charlatanisme et dans les broufs. J'ai entendu quelqu'un dire un jour l'Algérie est démocratique à 80%. Je lui renouvelle la question aujourd'hui. Est-elle démocratique? Ce pays-là n'est pas démocratique. Ce pays est une véritable jungle dictatoriale menée par des aventuriers qui n'ont pas été choisis, qui ont privatisé ce pays-là. Vous savez à quoi ressemble l'Algérie? À quelqu'un qui investit dans un immeuble et qui fait loger des gens qui ne le paieront jamais, parce qu'ils n'ont pas de pognon pour le payer. Il est en train d'appauvrir ces gens, de les marginaliser, de leur faire prendre un autre chemin, et lui, il est à l'inverse, et il veut faire passer les élections. Vous allez faire passer vos élections, et après, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez gérer un pays sans peuple. Je vous dis une chose, s'ils sont dans l'urgence de faire passer ces élections, ce n'est pas pour les beaux yeux des Algériens, ce n'est pas pour dire nous avons parachevé notre édifice institutionnel, entre guillemets, qui est illégal et illégitime, c'est pour répondre à des pressions de la France qui est en train de les sommer, de mettre en place leur assemblée croupion afin de voter le départ de l'armée algérienne hors d'Algérie.
Ce n'est que ça. Restez avec nous, Abdel Jabbar. Restez avec nous. Reste avec nous, معليش Abdel Jabbar, parce qu'on me dit qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Maître Wardia Elzoul, je vais revenir à vous. Pourquoi donc organiser des élections alors que le peuple algérien n'est pas concerné par ces élections? Et on sait très bien qu'il ne pourra pas avoir des ministres ou des responsables de partis qui participent dans ces élections pour faire donc leur campagne électorale, que le peuple a refusé ces élections. Et pourquoi donc organiser des élections? Est-ce que ce régime est conscient qu'il va compliquer encore la situation politique? C'est Rachid, vous m'excusez. Je suis obligée de revenir juste aux prémices du détail de cette révolution qui a fait la chute du mandat de Bouteflika, du 5e mandat. Si ce mandat a pris fin et que ceux qui sont venus après, ces marionnettes qui sont venues, comment dire, l'étendue de Bouteflika, parce que la mentalité archaïque, le despotisme de ce pouvoir est le même. Les personnes ont changé, mais la politique est la même. Et je vais dire que présenter ou préparer les élections, c'est comme les deux élections précédentes, comme les précédentes, plutôt concernant les présidentielles et celles qui se référeraient à la Constitution. Alors, c'est Maître Wardia Elzoul. Ils veulent faire naître la souris, une vache ne peut pas naître une souris. Maître Wardia Elzoul, je pense qu'on a un petit souci avec la connexion avec Maître Wardia Elzoul. Rachid Nekez, je vais revenir à vous. Est-ce que ces élections vont régler le problème où la crise politique que vit notre pays, pas seulement politique, on peut parler d'une situation chrysogène, d'une situation économique très difficile, sociale. Rachid Nekez. L'élite politique et intellectuelle algérienne ne devient pas raisonnable. Nous allons tout droit vers la catastrophe. Nous allons reproduire le même schéma critique que pendant la décennie noire. Nous allons reproduire le même schéma critique que le 14 mars 2001 avec les 132 morts de Kabylie. Il faut être raisonnable aujourd'hui. Je crois très sincèrement qu'il faut reporter les élections, car ce n'est pas le moment d'organiser des élections qui vont aggraver les divisions entre les gouvernants et les gouvernés. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une mobilisation populaire tous les jours, parce que le Hirak du vendredi, c'est pas une révolution. Le Hirak du vendredi, c'est une balade. Oui, ça. Alors c'est Rachid, est-ce que vous êtes en train d'appeler est-ce que vous êtes en train d'appeler l'accentuation du Hirak? Est-ce que vous êtes en train d'appeler le Hirak, c'est ça? Je demande à ce qu'il y ait de vraies révolutions de tous les jours, mais à condition de déclarer, je dis bien déclarer, pas demander l'autorisation, de déclarer des marches dans les 58 wilayas du pays pour faire pression afin de reporter les élections, pour entamer des négociations pour que le 12 juin, il n'y ait pas des élections, mais un gouvernement de transition avec des femmes et des hommes de loi pour mener une transition démocratique jusqu'en 2024. Alors, je tiens à rassurer tous ceux qui me considèrent ou qui me prêtent l'envie d'être un prophète. Je ne suis pas un homme de loi, donc je ne ferai pas partie de ce gouvernement et je ne me présenterai à aucune élection. Donc, ma seule ambition, c'est d'éviter une goutte de sang dans ce pays et de faire en sorte
que grâce à la négociation, il y ait la mise en place d'un état de droit démocratique dans ce pays et qu'on arrête le populisme et qu'on arrête le charlatanisme des gens qui étaient cachés depuis 2014 dans leur maison quand nous étions tout seuls à marcher dans le pays. Où étaient ces gens-là? Où étaient ces gens-là? Lorsqu'on marchait de Khanchla à Alger, de Tizi Ouzou à Ain Salah, de Ain Salah à Timimoun, de Tlemcen à Alger, il n'y avait personne. Parce que tout le monde avait peur. Donc, ça suffit vos conneries maintenant. Il faut être responsable. Il s'appelle l'Algérie, c'est un grand pays de 45 millions d'habitants. Nous devons être responsables de façon à garantir un avenir meilleur à nos enfants et de façon à mettre en place. Merci à vous. Merci. Désolé Rachid Nekaz parce que il nous reste pas beaucoup de temps. Mohamed Khelfaoui, je vous laisse une petite minute avec Adel Jabbar. Je vous en prie, Mohamed Khelfaoui. Est-ce que la situation va se compliquer avec ces élections alors que si on n'a pas le peuple qui adhère donc à ces élections, le pouvoir va encore compliquer la situation. Mohamed Khelfaoui. Je n'ai pas entendu, il y a une coupure. Il y a une coupure, je n'ai pas entendu. Comment vous voyez les choses, Mohamed Khelfaoui, quand on voit un régime qui veut organiser à tout prix ces élections alors qu'ils sont rejetés par le peuple algérien? Oui, le régime cherche à aller vers des élections. Est-ce que c'est tout le régime? Je ne saurais le dire. C'est la feuille de route qui est présentée. Bon, et à l'évidence, étant donné qu'il faut quand même demander à ce régime de tendre une oreille attentive à ce peuple-là qui sort et qui revendique certaines choses possibles à réaliser. Aller vers des élections contre le souhait d'une partie, au moins d'une grande partie de la population, c'est franchement, c'est ne pas regarder l'avenir ou faire abstraction de tout ce qui peut. On va y aller, arrive que pourra. Et là, on ne sortira pas de l'auberge. Nous restons toujours dans ce discours ancien de menaces, de mal-vie de notre côté, du côté populaire. Le pays a besoin de rassembler toutes ses forces, à l'instar des autres pays. Les temps anciens sont révolus. Les générations disposent de plus de moyens que les anciennes. Les nouvelles générations ont eu l'expérience de leurs aînés. Ils l'ont vu, autant s'écouter et ensuite, les élections, on peut les faire demain comme on peut les faire un peu plus tard. C'est pas tout à fait une urgence. Merci. Je vois. Merci à vous, Mohamed. C'est la fracture. Une autre fracture, ou alors c'est cette fracture qui va encore s'élargir. Et ça ne travaille pas le souhait de tout un chacun de construire un pays. Sauf si on veut le maintenir tel qu'il est, cool ou shrob, de mangeoire, là vous mangez ce qu'il y a, puis on va s'occuper de l'huile et du reste. Et nous on est là, vous êtes là pour manger, nous on vous fournira l'huile ou la semoule. Non. Merci. Non. Merci à vous, Mohamed Khelfaoui. Je m'excuse, il ne me reste pas beaucoup de temps. Le dernier mot, Adel Jabbar, très rapidement, s'il vous plaît. Sache définitivement que le temps où les prophètes s'autoproclament prophètes est fini. Plus personne n'a le droit aujourd'hui de désigner qui que ce soit pour monter sur le dos de ce peuple-là. Si M. Rachid Nekaz prétend avoir ce sceau de la prophétie dans le dos, je vois qu'il est en train de se comporter comme un ayatollah. Donc c'est lui qui décide de mettre en place des avocats pour nous conduire droit à l'abattoir. Si ce monsieur Rachid Nekaz veut rendre service au peuple algérien, lui qui est féru, qui a une caisse enregistreuse dans sa tête, qui ne pense qu'au fric, qu'il dise à son attraque d'arrêter les 24 jours et ce régime s'effondre. Comme rien, comme du papier hygiénique de deuxième choix. C'est fini ces histoires-là. Le peuple sait où il va. Il sait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de prophète. Il saura trouver sa route et il va la trouver. Merci à vous, Adel Jabbar. Le peuple sait où il va. Vous êtes en train de dire. On va terminer avec ça. Adel Jabbar qui était avec nous. Merci à vous. Mohamed Khelfaoui. Merci à vous aussi, Mohamed. Rachid Nekaz. Merci à Rachid Nekaz. Khaled Drarni.
et Sonia Wafaq, maître Wardia Lezoul. Merci à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha, bqaw ala khair.